soir, le thème de conférence des cours pour savoir l'énergie. Cette conférence est organisée dans le cadre des Journées naturelles de l'ingénieur 2020. Et je l'aime cette année porter sur le développement durable. Nous organisons cette conférence en association avec le professeur brièvement présenté Point Photonique, qui est Max différencié de donc, Point Photonique, c'est une association qui regroupe des ingénieurs et des universitaires de formation scientifique francophones, et puis qui aident à la formation de ces personnes lors de leur arrivée au lycée. Merci beaucoup. On entend de plus en plus parler, on parle d'énergie, de chakras, des choses un peu métaphysiques. On s'est dit que c'était pas mal de revenir à la base de la physique, en tout cas, de l'énergie. Mais ne vous inquiétez pas, l'énergie c'est accessible à tout le monde. Il y a une phrase de Etienne Klein que j'aime beaucoup qui dit l'énergie c'est d'abord les Rolling Stones. Après on peut faire des présentations longues, mais c'est déjà ça. Vous pouvez retrouver sur YouTube facilement. On va voir, on va rentrer un peu dans le sujet. Mais d'abord, le GIF Project, qui est lié à notre civilisation. C'est un laboratoire d'idées indépendant qui a été créé en 2010 pour décarboner l'Europe et principalement basé en France, notamment présidé par Jean-Marc Jancovici, qui est de plus en plus connu sur les réseaux sociaux. Et leur mission, donc, c'est entre autres de livrer des rapports. Ils ont fait un rapport sur le numérique, sur la mobilité, etc. Et ils sont aidés par des bénévoles qu'on appelle les shifters, qui sont dans plusieurs villes françaises. Et ils sont étendus récemment aussi à plusieurs villes dans le monde, dont Montréal, il y a à peu près une année. On a créé les shifters Montréal, avec à peu près 3 membres actifs. Et c'est à peu près la même chose, aussi. On ne va pas faire des rapports, analyser aussi le contexte local de la transition énergétique. Voilà, je vous laisse l'adresse si les gens sont intéressés, si vous pouvez bien nous voir à la fin. Et puis moi-même, je suis ingénieur et doctorant pour encore quelques jours en sciences de l'énergie et des matériaux dans l'Université du Québec, et notamment un des pôles qui s'appelle l'INRS. Je suis donc membre des Shifters Montréal et aussi je fais un peu de pub co-gestionnaire du Low-Tech Lab de Montréal qui promeut l'utilisation des basses technologies. Voilà pour qui nous sommes. On va voir est-ce qu'on n'est pas en train dans notre société d'aller quelque part, mais on ne sait pas vraiment vers où on va. À travers le thème de l'énergie, d'abord le définir, voir si on va pouvoir continuer longtemps à avoir notre vie comme on l'a fait maintenant. Et voir si en fait on va dézoomer pour voir s'il n'y a pas un problème un peu plus général. Donc l'énergie, c'est vraiment la base de toute la physique, on pourrait dire. Et si je vous parle d'énergie, vous allez sans doute penser à du feu, des outils. En fait, c'est tellement à la base de toute la physique qu'il y a beaucoup d'unités qui décrivent cette énergie. Et l'unité de base, c'est le joule, que vous connaissez peut-être. Mais vous connaissez sûrement mieux, en fait, sur une facture d'électricité, c'est le kilowattheure. C'est généralement associé à l'électricité. Mais on peut aussi, si vous regardez des présentations générales sur l'état du monde ou sur le pétrole, vous allez avoir l'énergie comptée en mégatonnes d'équivalent pétrole, ou en anglais mégatonne oil equivalent. C'est-à-dire l'énergie qui est contenue dans 1 million de tonnes de pétrole. C'est vraiment des grosses échelles. Mais je vous demande, dans votre vie de tous les jours, vous avez aussi parlé de calories dans la nourriture que vous mangez. Et vous voyez qu'il y a plein d'unités comme ça, il y en a encore d'autres. Mais elles sont toutes interchangeables, bien sûr. On pourrait compter le pétrole en calories, c'est assez pratique. Donc plutôt en équivalent pétrole ou en kilowattheure. Bien sûr, dans les bombes, il y a aussi de l'énergie. On pourrait compter. Donc dans une bombe, c'est plutôt la puissance qui est importante. La puissance, c'est la capacité de délivrer de l'énergie pendant une unité de temps. Et on pourrait compter l'énergie d'une bombe en tonnes de TNT fois seconde. Si vous parlez plutôt à des physiciens un peu comme moi, on va plutôt vous parler en électronvolts, c'est-à-dire l'énergie qui est plutôt pour les petites particules, électrons, photons, etc.
Et puis il y a une autre unité de physicien encore plus bizarre qui s'appelle le ERG, qui est voilà, sans commentaire. Mais j'ai aussi mis un autre aspect de l'énergie, c'est par exemple l'écoulement d'un fluide, il y a beaucoup d'énergie cinétique dedans. Et puis, nos amis, c'est une autre unité, on pourra en parler après, si vous voulez. Et les physiciens aussi parlent aussi beaucoup de la lumière, pour décrire, disons que l'énergie est beaucoup associée à la lumière. Et vous savez peut-être que la lumière violette, par exemple, est plus énergétique que la lumière rouge. Et donc, on pourrait compter l'énergie aussi en nanomètres ou en centimètres. Et puis, comme si c'était pas assez, il y a nos amis anglo-saxons qui sont venus rajouter une autre unité qui s'appelle le British Thermal Unit, BTU, qui, comme toutes les unités impériales, sont totalement incompréhensibles. Donc, on va passer aussi. Et vous voyez en fait que là, c'est vraiment quelques exemples, il y en a même d'autres. Mais l'énergie est vraiment partout. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'unités pour la décrire, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Par contre, je prendrai la question à la fin. Mais gardez le niveau de la slide. Donc voilà. L'énergie est tellement importante en physique que je vais encore ajouter une deuxième couche. Vous connaissez peut-être le système international des unités. C'est les 6-7 unités qui sont fondamentales en physique. Il se trouve que l'énergie ne fait pas partie de ces unités. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très important. Et en fait, c'est même mieux, puisque l'énergie permet de dériver toutes les unités de la physique. Comment ça se fait? Vous connaissez sûrement E égale mc2, Einstein. Donc si vous divisez E par C2, vous avez la masse. Vous pouvez aussi diviser l'énergie, pour les physiciens, c'est en électronvolts, par la constante de Planck H et la vitesse de la lumière C, et vous trouvez une distance. Vous pouvez rediviser par C et vous trouvez le temps. Et vous pouvez diviser par la constante de Boltzmann et vous trouvez une température. Donc vous voyez qu'en fait, il suffit de diviser l'énergie, de multiplier par des constantes de la physique qui ne varient pas dans le temps, qui sont à la base de tout l'univers, presque. Et on trouve les principales unités de la physique du système international. Après, il y a d'autres unités qui sont un peu moins civiles, j'ai envie de dire, comme le courant, il faut diviser aussi par la charge de l'électron. Et puis la plus bizarre, le candela d'intensité lumineuse, où il faut diviser par une certaine constante qui dépend en fait de l'œil humain. C'est un peu compliqué. Mais on a l'énergie qui est tout au centre de la physique et qui permet vraiment de définir n'importe quelle unité, au point même que certains physiciens ne parlent plus qu'en énergie quand il faut parler de distance ou de temps. Donc dire cette distance fait tant d'électronvolts, etc. Et donc on arrive à vraiment la définition en fait, de l'énergie physique, c'est ce qui permet le changement d'état d'un système. Autrement dit, dès qu'il y a une transformation, dès qu'il y a un mouvement, ou quoi que ce soit, c'est de l'énergie. Et encore une autre lecture sur l'énergie. Ça a été intéressant de regarder l'énergie aussi dans les technologies, dans le progrès des civilisations au cours du temps. Et on peut, par exemple, se demander pour une technologie, est-ce que j'ai besoin d'énergie humaine ou est-ce que, au contraire, j'ai besoin d'utiliser de l'énergie externe pour l'utiliser? Et de même, est-ce que pour fabriquer cet objet, donc à un instant T, est-ce que j'ai eu besoin seulement d'énergie humaine ou d'énergie externe? Bon, ce n'est pas une définition qui est parfaite, puisque les humains, bien sûr, collectent de l'énergie externe à travers leur nourriture, mais c'est une clé du quand même intéressante. Et on peut tracer la vie du temps, en fait. Au tout début, on utilisait beaucoup d'énergie humaine, puisqu'on ne savait pas encore comment faire pour récolter l'énergie externe. Et donc c'est tous l'artisanat, mettons, par exemple des peaux de bêtes, des silex, très primitifs. Mais même plus récemment, on a pris dans les bois type bushcraft, ça peut aussi être considéré comme ce type de technologie. Donc voilà, des cavernes au tout début des temps. Et on peut aussi placer ces technologies sur un axe, si c'est beaucoup plus high-tech, donc tout à droite, et si c'est beaucoup plus low-tech, donc l'inverse, tout à gauche. Bien sûr, si vous êtes de ce côté-ci, vous allez beaucoup moins brasser l'énergie. Par contre, vous allez être beaucoup plus autonome. Vous n'allez pas dépendre de l'environnement. Ensuite, dans l'histoire, on s'est mis à utiliser l'énergie externe, mais seulement pour la fabrication au début. On s'est dit que c'était pas mal de quand même être indépendant, mais s'il faut fondre du métal, par exemple, c'est quand même mieux d'utiliser du feu. Et donc c'est tout le principe de la métallurgie. Ici j'ai mis des marteaux et des pinces, mais ça pourrait aussi être des armes.
c'est-à-dire tout le principe des civilisations antiques. On trouve la chaîne de l'histoire. Puis ensuite, un peu l'inverse, si on peut dire, on s'est mis à construire des convertisseurs pour convertir en continu l'énergie externe. Et donc ça a été par exemple les bateaux à voile ou les moulins, qui étaient dans un monde 100% renouvelable finalement. Et ça s'arrête un peu avant les grands explorateurs, si on veut, dans l'histoire. Puis ensuite, l'ère des grands inventeurs et l'ère thermo-industrielle, où cette fois on s'est rendu totalement dépendant de l'énergie externe, avec la machine à vapeur, et puis les convertisseurs récents, type panneaux solaires et éoliennes. Et on est cette fois entré dans des choses beaucoup plus high-tech, si on veut, qui aussi nous rendaient beaucoup plus dépendants de l'environnement, mais par contre permettaient de brasser des quantités énormes d'énergie et nous permettaient aussi de faire du travail moins pénible. Donc voilà une autre lecture sur l'énergie et l'importance dans l'évolution des sociétés, et puis même de l'homme. Et cette classification en fait, a été décrite par Richard Enberg dans son livre Peak Everything, si vous souhaitez le lire. Et donc finalement, je l'ai dit, l'énergie c'est ce qui permet d'avoir du mouvement ou quelque chose qui bouge. En fait, c'est ce qui permet aussi de transformer le monde d'une manière générale. Et comment on transforme le monde, comment ça se fait qu'on soit devenu aussi dépendant de l'énergie externe? Et bien si on calcule notre capacité à libérer de l'énergie, on le compte en watts, donc c'est une puissance, et on a à peu près 100 watts dans nos jambes et puis 10 watts dans nos bras. Ça dépend bien sûr si vous êtes un athlète ou pas, mais à peu près une moyenne. Puis on voit qu'un tracteur c'était beaucoup mieux. Un tracteur c'est 60 000 watts. Donc c'est comme si c'était 600 paires de jambes. Un tractopelle c'est 100 000 watts. C'est comme si vous avez 10 000 personnes qui creusaient à la place du tractopelle. Un camion c'est 400 000 watts. 4000 personnes qui courent pour avoir l'équivalence. Et puis un avion, c'est carrément 100 mégawatts, hein, donc 1 million de paires de jambes qui sont équivalentes. Et puis dire autrement, parce que ça c'est une terme de puissance, donc c'est quelque chose qui est pas, qui dépend pas du temps, qui est juste en potentiel. Mais si on prend par exemple quelqu'un, donc les 100 watts dans les jambes et les 10 watts dans les bras, travaillerait pendant une année, on peut appeler ça un esclave énergétique, puisqu'il fournit un travail équivalent en énergie, et ce travail équivalent en moyenne est de 100 kWh. Et c'est assez amusant de constater qu'avec un engin de chantier, on peut fournir la même quantité de travail en seulement une heure. Et puis il y a un appareil qui est assez rigolo, qui s'appelle le laminoir industriel, c'est quelque chose qui permet d'aplatir des plaques de métal, puis on fournit la même quantité de travail en seulement 4 secondes. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait c'est quelqu'un, une seule personne qui contrôle ça. Puis c'est comme s'il avait 10 millions de personnes sous ses ordres. Il était en train de taper sur du métal. Donc tout le Québec est compris ça, sur du métal. Donc un peu voilà, pour recentrer vraiment notre place par rapport à l'énergie externe. C'est pas pour rien qu'on s'est mis à utiliser de l'énergie externe. Et pour encore vous expliquer ce que c'est un kilowattheure, donc vous connaissez sur votre nature, vous pouvez, si vous voulez, ne plus payer Hydro-Québec et puis engager des gens chez vous qui pédalent. Si vous avez 10 cyclistes chez vous qui pédalent pendant une heure, et ben vous allez les payer par exemple $100, un salaire un petit peu respectable, mais vous ne payez que 6 centimes Hydro-Québec. Donc $100 versus 6 centimes, pas mal. Mais vous allez voir que nos cyclistes sont pas assez ridicules parce que pour produire ce kilowattheure, il faut au Québec avoir 15 mètres carrés de panneaux solaires qui fonctionnent pendant une heure. Ou alors une grosse éolienne de 5 mètres de diamètre pendant une heure. Ou faire tomber de 50 mètres de haut 8000 litres d'eau. Donc finalement, nos cyclistes ils sont quand même pas mal, hein, ils se comparent bien à ces énergies qu'on appelle renouvelables. Là, nous deviennent un petit peu ridicule, c'est qu'on quitte un peu, j'ai envie de dire, les processus physiques, puis quand on rentre dans des processus, on va dire, plutôt chimiques. Ça, c'est des liaisons chimiques qui vont donc brûler dans le bois, par exemple. Donc, mon kilowattheure, je l'ai en brûlant une bûche seulement, ou en pire, une bouteille de gaz, un petit tas de charbon, ou une petite canette de pétrole. Puis là, je viens d'introduire en fait les énergies possibles. Donc c'est gaz, charbon, pétrole. Et on voit bien que quand on passe à la chimie, si on peut dire en général, on voit que la densité d'énergie augmente incroyablement
Autrement dit, il faut des quantités beaucoup plus petites de matière pour avoir la même quantité d'énergie. Et puis c'est encore pire hein, si on va dans le noyau des atomes pour le nucléaire. L'uranium, c'est carrément même pas une petite pincée qu'il faudra produire ce kilowattheure. Donc voilà, une comparaison en fait des énergies et puis comment on peut faire nous en tant qu'humains de nouveau pour la produire. Et donc les énergies fossiles, hein, c'est pas non plus une coïncidence qu'on s'est mis à les utiliser massivement dès qu'on les a découvertes. Donc ici vous avez en fait le début de la révolution industrielle. Vous voyez en vert, avant on utilisait beaucoup de biomasse, hein, avant le monde était 100% renouvelable, surtout en biomasse, de la forêt, par exemple, on brûlait des forêts. Et puis on était une majorité de paysans qui travaillaient dans les champs. Et puis ensuite, après cette révolution industrielle, vous voyez en noir le charbon et puis en rouge le pétrole, qui sont mis à être utilisés de manière massive et qui ne se sont pas substitués. On n'a pas substitué le charbon, on n'a pas substitué le pétrole, on a remplacé le charbon. On a additionné en fait ce d'énergie. Et puis le pire, hein, c'était après-guerre, une nette rupture de pente avec une augmentation incroyable après la guerre, ce qui nous a permis de passer de paysans à des moissonneuses batteuses, et ce qui permet à tout à chacun d'aller au McDrive tous les jours s'il a envie. Et ensuite, on est venu la troisième énergie aussi, hein, c'est le gaz qui est en neige. Et ça représente toujours, au moment où je vous parle, encore 80% de l'énergie totale qu'on consomme, c'est de l'énergie fossile. Et c'est pas forcément un hasard, vu ce que je vous ai dit avant, par rapport à la densité d'énergie. Et dit autrement, si on reprend mon principe d'esclave énergétique que j'ai introduit, c'est comme si chacun dans le monde avait 200 personnes sous ses ordres qui travaillaient pour lui pour fournir cette énergie. Donc 200 esclaves énergétiques. Bien sûr, pour un Américain, c'est beaucoup plus qu'un Indien, par exemple. Et un Américain, lui, c'est 700 esclaves énergétiques sous ses ordres. Il y a un autre calcul qui est assez rigolo, si on prend que le pétrole. On consomme 100 millions de barils de pétrole chaque jour. Et ça, si on comptait en années de travail humain, ce serait 1 milliard d'années de travail humain que nous consommons chaque jour pour seulement du pétrole. Et un Américain, encore une fois, consomme plus que les autres, et donc un Américain a une dette énergétique de 1,5 années par jour. Donc s'il voulait rembourser sa dette, il faudrait qu'il travaille 1,5 années par jour, ce qui est un peu impossible. C'est ce qui prouve en fait qu'il est totalement dépendant de ces énergies. Et donc en fait, on est tous un peu Iron Man, si on peut, puisque grâce aux énergies fossiles, on peut tous aller très loin et très vite, c'est grâce aux voitures par exemple, ou voler très haut grâce aux avions. Et pour bien comprendre l'impact des énergies fossiles, il faut aussi regarder au cours du temps ce que les économistes adorent, c'est-à-dire la croissance du PIB. On peut voir que depuis l'an 0, on a eu 1000 ans à peu près sans croissance, rapporté par rapport à aujourd'hui surtout. Ensuite, on s'est mis à faire un peu de commerce, donc on a eu 1800 ans avec un tout petit peu de croissance. Mais vous voyez que ça ne se compare pas du tout par rapport à après la révolution industrielle. C'est une courbe très placée. C'est seulement qu'après la révolution industrielle que le PIB décolle à 3% de croissance par an. Et il est d'usage de dire que c'est grâce aux énergies fossiles, puisque on pourrait dire c'est exactement le moment où on se met à les utiliser, et que si on n'utilisait pas, on serait sur le petit carré rouge que vous voyez tout en bas. Et pour vous donner une preuve encore plus convaincante, puisque ça pourrait très bien être totalement fortuit, il faut bien voir que plus vous voulez de PIB, donc plus vous augmentez sur l'axe de X, et plus vous devez avoir de puissance installée par habitant, c'est-à-dire plus vous devez être capable de maîtriser de l'énergie et de la consommer. Ça, c'est un classement des pays en fonction de leur consommation d'énergie, et on voit bien que tout en haut, il y a des pays très industrialisés, comme les USA, le Canada, que j'ai souligné en rouge, qui ont un très grand PIB parce qu'ils ont une très grande puissance installée. Ils consomment beaucoup d'énergie. Au contraire, tout en bas, vous avez les pays d'Afrique pauvre. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'on nous dit toujours dans les médias, si on veut la croissance, il faut que tout le monde travaille plus, il faut se lever plus tôt, etc. etc. Mais pourtant, on n'a pas l'impression que ce soit ça. Hein. On a l'impression que plus on met d'énergie fossile, et plus on a de croissance. Et c'est bizarre parce que nous, on ne mange pas d'énergie fossile. Si au déjeuner, je vous demande est-ce que vous voulez café croissant ou un baril de pétrole, vous allez a priori choisir la première option. Et ça, c'est parce que c'est pas nous qui mangeons le pétrole, c'est l'imaginaire. Et donc finalement,
je reprends un peu toute la science-fiction hollywoodienne, si on veut. On est un peu déjà dans le monde des machines. Pas forcément Terminator, robots, etc. Mais au moins pour tout ce qui est des machines thermiques, donc, comme je l'ai dit au début. Puis ça s'accentue encore plus avec le numérique, par exemple. En effet, pour extraire toutes nos matières premières, il faut des engins énormes avec des puissances incroyables. Les flux névralgiques de la planète sont assurés par des porte-conteneurs, des camions, etc. Voilà, le pétrole, c'est des champs infinis de machines pour le récolter. Et puis, l'exemple un peu classique aussi, des champs infinis aussi de data centers. Tout ça, c'est des machines qui travaillent pour nous. Donc, si vous voulez augmenter votre PIB et votre croissance, vous devez augmenter soit le nombre de machines, soit l'énergie que vous mettez dans les machines. Et puis, le petit exemple classique rapporté au Canada, c'est que avant, un agriculteur, avant les machines, pouvait vraiment maîtriser quelques centaines d'arbres pour avoir une propriété d'agriculture assez grande. Et maintenant, en fait, un agriculteur en Saskatchewan peut gérer à lui seul une superficie de 1000 hectares grâce à ces machines. Donc, je vous ai dit que l'énergie, c'était surtout des fossiles, et puis c'est aussi ce qui bougeait. Mais en fait, on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire que l'énergie, c'est même ce qui ne bouge pas. Puisque dans nos villes, là, Montréal, l'échangeur sur Pau, c'est un peu de l'énergie aussi. Pourquoi? Parce que tout le béton qu'il a fallu couler en fait, pour construire cette infrastructure, puis même tous les buildings du bâtiment, toutes les routes que vous avez dans la ville, c'est un peu de l'énergie, si vous voulez, potentielle. Donc, même si ça ne bouge plus, ça a été un jour de l'énergie. Pareil pour notre nourriture, je vous ai dit qu'on ne mangeait pas de pétrole, mais presque, puisqu'on en mange indirectement finalement, puisqu'il a fallu beaucoup de pétrole pour produire cette nourriture. Tous les objets que vous avez dans vos magasins, les médicaments aussi, énormément de procédés chimiques, et les vêtements, on sait bien, pour la culture du coton ou le traitement du textile. Et pour aller encore plus loin, même si vous êtes en vacances immobile sur la plage, il a fallu beaucoup d'énergie pour vous apporter en vacances et puis pour gérer tout le cadre. Donc en fait, voilà, l'énergie c'est même plus que ce qui bouge, c'est même ce qui ne bouge pas. J'espère vous avoir convaincu que l'énergie était quand même à la base de beaucoup de choses. Nous allons voir maintenant si on va continuer à faire comme ces pauvres Shadok, continuer à pomper indéfiniment, ou est-ce qu'on va buter sur un os. Et en fait, est-ce que vous avez l'impression, par exemple au Québec, que nous sommes tous hydro en énergie, principalement hydro? Plutôt ou plutôt pas? 87%, d'accord. En électricité. C'est ça. Ça dépend de quel secteur on regarde finalement. Si on regarde le résidentiel ou le commercial ou les industries, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu. Donc le bleu c'est l'hydroélectricité. Puis un petit peu d'autres énergies. Mais malheureusement, il y a certains secteurs, et c'est même à mon avis les plus importants, qui sont totalement noirs de pétrole. L'agriculture, encore une fois, et les transports. Vous voyez que cette fois on a que du noir. Donc finalement, si on voulait jouer sur à mettre de façon triviale, si on voulait mettre du bleu un peu plus dans certains secteurs, peut-être il faudrait le mettre dans les secteurs où il y a plus de noir, donc le transport et l'agriculture, plutôt qu'essayer de grappiller quelques pourcents dans le résidentiel. Et au total, bien sûr, vous êtes sûrement sans souvenir, dans un pays occidental, de toute façon, l'électricité ne représente souvent que 1/3 de l'énergie totale consommée. Et donc, même si vous avez 100% d'hydro d'électricité, et vous n'auriez jamais que 1/3 par jour de l'énergie totale qui sera liée de l'hydro. Et c'est le cas au Québec. Donc, le Québec consomme beaucoup d'hydro, mais il consomme surtout du pétrole en noir, et puis aussi du gaz en brique. Donc ça, c'est l'évolution sur 40 ans de la consommation du Québec. Et d'où vient le pétrole du Québec? En fait, en 2012, il était très dépendant des pays d'Afrique et du Golfe, l'Algérie notamment, et puis des pays de l'OPEP. Et puis, il s'est produit quelque chose en 2017, c'est que le pétrole non conventionnel a fait un essor, donc pas le pétrole liquide facile à extraire. Et le Canada, par exemple, en produisait avec les sables bitumineux 40%, les États-Unis à peu près 40% aussi.
ce qui a fait que le pétrole du Québec était devenu majoritairement nord-américain. Mais malheureusement, le pétrole de schiste semble être peu rentable, tout comme les sables bitumineux au Canada. Et on peut peut-être imaginer que dans le futur, on retourne à la case départ en fait, finalement, en redevenant dépendant de pays du Golfe et d'Afrique. Et un autre problème avec le pétrole, cette fois on va regarder sur les États-Unis, c'est de voir qu'il y a vraiment un pic de pétrole, c'est pas du tout une invention, vous avez sûrement entendu parler du pic de pétrole. Et c'est vraiment réel puisque si on regarde cette courbe, donc, au début on découvre de plus en plus de pétrole au fil des années, et puis ensuite on arrive toujours à un maximum de découvertes, pour après on découvre de moins en moins. Et donc on voit exactement cette courbe en cloche se produire pour les États-Unis par exemple. En fait il s'est produit quelque chose, c'est pour ça qu'on n'a pas, parce que ce serait après ici, c'est bon, mais même plus loin, il s'est produit un rebond qui est dû encore une fois au pétrole non conventionnel, donc schiste et sable bitumineux, schiste aux États-Unis en l'occurrence. Mais il n'y aura pas une infinité de rebonds, hein, c'est parce que cette technologie a été utilisée. Mais s'il avait été utilisé dès le début, on aurait une seule courbe en cloche. Et on peut imaginer peut-être un troisième rebond, mais pas plus. C'est sûr que ça va finir de toute façon par décroître. Et donc en fait, on a un peu l'illusion en ce moment d'avoir encore du pétrole. Et finalement, on exploite beaucoup de non conventionnels. Un autre problème, très très gros problème du pétrole, c'est que même s'il en reste beaucoup dans le sol, on va probablement ne pas réussir à l'extraire, puisque dans les années 1900 par exemple, on extrayait 100 barils de pétrole en brûlant seulement un. On ne va pas creuser à la main, on va creuser avec des machines qui prennent de l'essence, donc il faut bien consommer un peu de pétrole pour en extraire. Et malheureusement aujourd'hui on n'est plus du tout à 1%, on est plutôt à 1 pour 14. On réduit beaucoup cette marge. Et il y a un moment donné où ce sera plus rentable d'extraire du pétrole. En fait. Donc, même s'il en reste, on ne pourra plus en extraire. Ce sera plus, en tout cas, intéressant de le faire. Donc le pétrole a non seulement un pic de découverte, mais aussi, je ne l'ai pas dit, c'est un peu la même courbe, c'est aussi une courbe en cloche. Il y a aussi un pic de production. Le pic de production mondiale du pétrole a été passé en 2006 en l'occurrence, du pétrole conventionnel. Et en plus, un problème de faisabilité. Le problème, c'est que même si on risque de se taper une crise du pétrole, mais on n'est même pas sûr de le voir venir. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole ne reflète pas du tout sa disponibilité. Si vous regardez donc sur l'axe DX, vous avez la production mondiale de pétrole, qui suit à peu près l'axe du temps, on va dire. Et puis sur l'axe DY, vous avez le prix du pétrole. Donc au début, on voit que plus on produit de pétrole, bon, à la limite, on pourrait voir un régime qui descend. Ça, c'est le pétrole conventionnel, le pétrole le plus facile à extraire, liquide, qui jaillit de terre, etc. Mais ensuite, on voit que ça ne suit pas du tout la loi de l'offre et de la demande. Puisque si on dit à des gens, parfois des économistes, on va bientôt plus avoir de pétrole, ils vont nous dire, bon, bah, très bien, les prix vont monter, les prix sont tellement chers qu'on va devoir s'en passer, et puis on va trouver des solutions pour s'en passer. Et en fait, c'est faux, puisque malheureusement, déjà vous voyez sur les données, hein, c'est pas ça qui se passe. Et en plus, on peut raisonner que si le pétrole devient rare, les prix du pétrole vont augmenter, bien sûr. Mais malheureusement, l'économie est totalement liée au pétrole, comme je l'ai montré. Et donc, l'activité économique va ralentir. Donc, on aura beaucoup moins besoin de pétrole, donc les prix vont baisser, etc., etc. Et en fait, on peut montrer théoriquement que si on est dans des pétroles non conventionnels difficiles à atteindre, comme aussi des pétroles qui sont ultra deep offshore, on a en fait un régime de prix du pétrole qui est fluctuant, qui est volatile. Et puis c'est le cas en fait dans toutes les années, même des crises du pétrole, où c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup moins de pétrole que le prix a monté en flèche. Ça dépend vraiment des marchés financiers. Donc voilà, il n'y a pas du tout de linéarité entre le prix du pétrole et la production, ce qui fait qu'il est totalement imprévisible. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème plus important? Parce que, voilà, on a vu que finalement on dépendait beaucoup des énergies fossiles, mais que
Le problème, c'est aussi encore l'économie, je rajoute encore une touche par rapport à la diapo d'avant, c'est qu'en économie, on considère que la nature, c'est gratuit. Parce que l'économie ne prend que en compte la croissance du PIB. Et si on était une entreprise, on dirait qu'on ne prend que en compte les recettes, la production, c'est ça le PIB, on produit, on est content. Mais on ne prend pas en compte, malheureusement, les dépenses. Et les dépenses, c'est quoi? C'est la déplétion des stocks de matières naturelles, notamment du pétrole. Et puis, c'est aussi la destruction des écosystèmes. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les indicateurs écologiques sont en rouge. Et pourquoi on ne prend pas un peu les dépenses? C'est parce que des gens comme Adam Smith, par exemple, ont théorisé que la nature était tellement grande qu'elle était gratuite, donc ça ne sert à rien de prendre en compte dans l'équation. Donc l'économie, c'est compter les recettes sans compter les dépenses, malheureusement. Et on voit bien en fait que si on regarde d'un point de vue physique seulement physique, on est un peu déjà en décroissance, puisqu'on est en décroissance des stocks de minerais, etc. Et on est aussi en décroissance des écosystèmes. Donc il faudrait probablement un temps économique par rapport à cette décroissance physique. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, si on revient à 80% d'énergie qui sont dues aux hydrocarbures, aux énergies fossiles, ces hydrocarbures sont bien plus précieux qu'on le pense. Si on reprend un peu la chaîne physique de création des hydrocarbures, on a de la fusion nucléaire dans le Soleil qui produit de l'énergie sous forme de lumière qui va être captée par les plantes par photosynthèse. Normalement, tout le monde sait ça. Et donc les plantes, finalement, on peut les voir comme des choses qui stockent l'énergie au cours du temps. C'est vraiment des réserves d'énergie. C'est pour ça aussi que la biomasse était intéressant à brûler au début. Mais il s'est passé aussi autre chose dans les temps géologiques. C'est que pendant des millions d'années, des plantes se sont décomposées sous des sédiments et par des actions géologiques à très haute température et très haute pression, on a formé des énergies fossiles, dont du charbon. Je prends l'exemple du charbon. Et donc on pourrait calculer en fait à combien équivaut une unité d'énergie de charbon. Et puis je vous donne le chiffre. Une unité d'énergie de charbon, ça équivaut en fait à presque 80 000 unités d'énergie solaire. Parce que ça s'est accumulé pendant énormément de temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie avec un M, parce que c'est une notion d'émergence, si vous voulez. Donc pour émerger, le charbon a eu besoin de 100 000 unités d'énergie solaire pour une unité d'énergie charbon. Pour les autres hydrocarbures, c'est presque pire. On est à 150 000 plutôt pour le pétrole et un peu pour le gaz. Donc on voit que ces hydrocarbures sont très très précieux puisqu'ils équivaut à un facteur de plus de 100 000 pour 1 par rapport au solaire. L'éolien c'est 2000 et puis le solaire par définition c'est 1000. Donc voilà pour l'énergie, peut-être un nouveau concept qu'on introduit. Je vais aussi introduire d'autres concepts très importants en énergie. Il faut parler des lois de la thermodynamique. Donc, il se trouve que toutes les énergies ne se valent pas en qualité. Vous avez l'énergie thermique par exemple, où si vous voulez, toutes les particules vont aller dans tous les sens. Contrairement à une énergie qui est de très bonne qualité, qui est l'énergie cinétique par exemple, quelque chose qui bouge et tout va dans le même sens. On pourrait aussi parler d'électricité, tous les électrons vont dans le même sens. Ça, c'est des énergies de très grande qualité, où on peut faire beaucoup de choses avec. On peut par contre faire quelque chose de l'énergie thermique, mais il faut créer un gradient, c'est-à-dire que vous allez mettre ces flèches sur une pente, et en dévalant la pente, elles vont aller dans le même sens et s'aligner si on veut. Et de ceci, vous allez pouvoir extraire un travail. Donc ma pente, en fait, ça n'existe pas, hein, c'est une image pour dire que j'ai un transfert entre une source chaude et une source froide, un gradient de température en l'occurrence. Je vais extraire un travail, ce qu'on appelle une machine de Carnot, une source chaude et une source froide. Et vous allez extraire en fait de l'énergie libre. C'est pas du tout la notion un peu bizarre qu'on trouve parfois sur le net, mais c'est une vraie notion. C'est une notion qui permet d'être convertie en travail. Et les anglo-saxons et d'autres pays l'appellent plutôt l'exergie. C'est aussi un mot qui est important, puisque c'est l'énergie utile, si vous voulez. Vous avez aussi de l'énergie un peu inutile que j'ai mis en rouge, T fois S. T c'est la température, et S c'est une notion qu'on appelle l'entropie. Désolé, ça fait beaucoup de nouveaux mots peut-être, mais l'entropie, donc c'est une mesure finalement du désordre. Donc cette énergie thermique a beaucoup plus d'entropie que cette énergie cinétique. Et à chaque fois que vous utilisez une transformation, vous en créez. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui nous dit
que l'énergie se dégrade au cours du temps, c'est-à-dire que l'entropie augmente sans cesse. Et la première loi, vous connaissez peut-être, c'est que l'énergie se conserve. Donc finalement, je n'aurais pas dû parler à chaque fois de production d'énergie, j'aurais dû dire conversion d'énergie. Mais par abus de langage, on ne peut rien produire. Donc voilà, première loi, l'énergie se conserve, finalement l'énergie se dégrade et l'entropie augmente, mais seulement dans un système isolé. Ça, il faut bien retenir. Mais la Terre n'est pas un système isolé, la Terre est un système qui reçoit sans arrêt l'énergie du Soleil. Et donc l'entropie n'est pas condamnée à augmenter sans cesse sur Terre, puisque si on éteignait le Soleil, on verrait tout de suite la différence. Mais pour l'instant, on a encore le Soleil. Donc on peut tout à fait imaginer que l'entropie ne va pas forcément augmenter sans cesse. Ensuite, un autre aspect très important, c'est que les physiciens, pour aller encore plus loin, ils se sont intéressés comment les choses dans la nature dissipent de l'énergie, et notamment comment aussi elles captent de l'énergie pour ensuite la dissiper. Et ils ont remarqué que les structures, même si elles devenaient de plus en plus petites au cours du temps, c'est-à-dire que je passe d'une galaxie à des étoiles, puis ensuite à des planètes, etc., même si elles perdaient en masse, elles dissipaient de plus en plus d'énergie par unité de masse. Donc une planète, bien sûr, gère beaucoup moins d'énergie qu'une galaxie, mais rapportée à sa masse, qui est beaucoup plus petite, elle dissipe beaucoup plus d'énergie. Et en fait, cette courbe exponentielle, encore une fois, se poursuit quand on passe aux vivants, les plantes, les animaux, les cerveaux humains, puis ensuite même les sociétés humaines. Tout ceci semble s'auto-organiser pour dissiper de plus en plus d'énergie. Et c'est probablement, c'est pas encore une loi qui est définitive, mais certains physiciens osent même dire que c'est la 4e loi de la thermodynamique, la 3e étant relative au zéro absolu. Mais il faut bien comprendre que ces structures dissipent de l'énergie seulement si elles le peuvent, c'est-à-dire seulement en abondance d'énergie, et ce qu'on appelle un système hors équilibre. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est juste pour dire que c'est pas forcément une panacée de vouloir que l'humanité trouve une source d'énergie infinie, parce que la physique semble montrer que de toute façon, même si on avait une grande source d'énergie, on créerait des organisations pour la dissiper le plus vite possible. Donc, le plus vite possible, en fait, ça veut dire que si on reste sur un système fermé comme la Terre, ça peut vouloir dire des dissipations très très rapides, et donc des événements extrêmes. Donc, c'est pas forcément une bonne chose de vouloir avoir de plus en plus d'énergie. Et une autre lecture que je voulais vous partager, c'est que je vous ai dit au tout début, rappelez-vous, que l'énergie était donc, sur la plaine du temps du progrès de civilisation. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi faire le même raisonnement par rapport à l'information. Il y a beaucoup de théoriciens et de philosophes qui font cette remarque. On parle par exemple de la préhistoire, on a maîtrisé des outils, et on remarque qu'il a fallu 500 000 ans pour maîtriser l'écriture par rapport à la préhistoire. Mais ensuite, ça s'accélère de plus en plus pour les technologies de l'information. Donc l'écriture, c'est la première technologie de l'information, partager l'information. La deuxième, c'est l'imprimerie, qui, ça dépend des gens, mais il y en a qui disent qu'elle a été inventée plutôt avant en Chine, vers l'an 1000. Et donc on voit qu'il n'y a plus que 2000 ans, enfin 4000 ans, pardon, moins 3000 vers l'an 1000, entre l'écriture et l'imprimerie. Puis ensuite, ça s'accélère encore. Le télégraphe a été inventé seulement 800 ans après l'imprimerie. Le transistor, qui est à la base de tous les ordinateurs, a été inventé seulement un siècle après. Et ensuite, Internet a été inventé une dizaine d'années après le transistor, et puis les cellulaires seulement 20 ans après. Et donc on voit bien en rouge, toutes ces technologies liées à l'information se rapprochent au cours du temps, et ont en fait constitué des bombes technologiques et même des bombes aussi démographiques pour l'humanité. Pourquoi? Parce que par exemple le télégraphe, vous savez peut-être que ça a permis de relier donc, les deux continents, Amérique et Europe. Avant il fallait 2 semaines pour faire le transit par bateau, et finalement on peut faire quasi instantanément des transferts d'énergie. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement c'est une clé de lecture qui semble s'opposer à l'énergie, mais en fait pas forcément, puisque une information il faut toujours la répliquer. L'ADN ça se dégrade, aussi les supports papier, les supports numériques se dégradent au cours du temps. Et pour répliquer l'information, il faut de toute façon de l'énergie. Et donc on peut voir ça en fait comme les deux phases d'une même pièce. L'énergie ou l'exergie, c'est-à-dire l'énergie utile, peut être convertissable en information, mais l'information va permettre de convertir de plus en plus d'énergie.
Autrement dit, oui, cette clé de lecture est intéressante pour l'évolution du monde, mais il a fallu quand même qu'il y ait des quantités importantes d'énergie pour que l'information serve à quelque chose, et inversement, il a fallu beaucoup d'énergie pour que ces technologies émergent. Et de toute façon, sur ma progression du temps, on peut aussi voir comme clé de lecture l'énergie, encore une fois. Donc dans les inventions, le feu dans la préhistoire, l'invention du moulin qui a permis de maîtriser le vent, la machine à vapeur qui a permis de maîtriser le charbon, et puis l'avion si on veut pour le pétrole, et ensuite le nucléaire plus récemment. Donc en fait, les deux clés de lecture semblent en fait être juxtaposées plutôt que s'opposer totalement. Les deux sont importants. Donc voilà, on a vu donc que l'énergie précédait tout en physique, c'est la condition sine qua non, et même pour l'information. Par contre, on a vu qu'il y avait un problème de l'entropie, c'est-à-dire que l'énergie se dégrade, mais aussi, très important, toutes les énergies ne se valent pas, puisque par exemple les énergies renouvelables, comme je l'ai dit au début, et puis on peut le voir aussi par rapport à l'entropie, convertissent des énergies qui sont de bien moindre qualité que les énergies fossiles, et sont bien plus entropiques. Ce n'est pas pour rien que les énergies fossiles sont à la base de toute notre vie actuelle, à 80%. Mais malheureusement, il n'y a pas une infinité d'énergies fossiles, notamment pour le pétrole. Les découvertes et les productions sont en baisse. Et il n'est pas possible de les substituer facilement. Il faut donc, peut-être, on a dézoomé dans la présentation, on a un peu pris de recul pour introduire l'entropie. On a aussi vu en fait, qu'il y avait peut-être un problème de l'économie en tant que telle, qui prenait en compte que les recettes et pas les dépenses. C'est-à-dire les dépenses serait la destruction des écosystèmes. Donc il faudrait prendre en compte la décroissance de l'environnement. Et puis même si tout ceci c'était le seul problème, on serait peut-être content, parce qu'il y a un autre problème, c'est que vous savez tous que les énergies fossiles émettent de gros problèmes pour le climat et l'environnement, à travers le CO2 par exemple. Mais ce sera sûrement le sujet d'une autre conférence. Donc voilà, je remercie Francogénie pour le partenariat et puis c'est des sources. Si vous voulez en lire qu'une seule, ce sera Or Noir de Mathieu Ozano, le directeur du FIS Project, qui a un bouquin passionnant sur le pétrole. Puis je vous remercie pour votre attention. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y avait. C'était la première ou la deuxième? Oui, est-ce que tu veux jouer là? Non, c'est juste dans les unités. Ouais. En fait, au niveau de l'analyse dimensionnelle classique du système d'unité international, on est toujours en ML2, T-2 de toute façon, dans toutes les unités. C'est juste les échelles qui changent. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Et juste ensuite, ce que je voulais dire, c'est dans tes diagrammes, là, il manque l'étape suivante. Parce que c'est pas terminé. Bah, c'est-à-dire qu'en information, ça s'appelle l'ordinateur quantique. Et en énergie, ça s'appelle la fusion. Celui des progrès des technologies. Voilà. Donc l'étape d'au-dessus, c'est la fusion nucléaire avec les projets ITER, etc. Okay. Et puis l'ordinateur quantique avec les annonces de Google et IBM qui se battent. Mais donc, vu que on est déjà dans l'étape d'après. Bah, on est déjà plus ou moins parce que c'est pas encore prouvé pour moi. Il va falloir que ces technologies soient matures pour. ITER, c'est pas encore prouvé. Quoi. Bah, en gros, vu le nombre de projets qu'il y a actuellement, dans 10 ans, c'est fait. Alors ça, je me permets de pas être d'accord parce que on peut parler de la fusion nucléaire, c'est un sujet très intéressant par rapport à l'énergie. ITER, ils se sont encore à prouver qu'ils vont extraire plus d'énergie de ITER qu'ils vont en consommer. Et ça, ce sera probablement pas avant 10 ans. On aura prouvé qu'on peut, que la fusion est viable. Ensuite, il va falloir 20 ans pour faire un prototype. Théoriquement, ITER, ils sont censés diverger vers 22-23 déjà quand même. Bah, c'est pas juste. Par exemple, ça fait déjà 7 ans en fabrication. Non, et je crois qu'ils communiquent vraiment sur une dizaine d'années pour être sûr. Ouais, mais ils ont commencé il y a 7 ans. Donc, non, même en 2020. Ouais. Et après, le problème, c'est que même s'ils arrivent, si tout va bien, ils vont prouver que ça marche. Ensuite, ils vont devoir construire un prototype de centrale. Donc ça, ce sera 20 ans, probablement. Donc on est rendu à 2050. Puis ensuite, la mise en œuvre générale du béton en France, ce sera encore un autre 10 ans. Donc on ne peut pas vraiment espérer de ITER après 2050, ça c'est clair. Et donc ce n'est pas une solution par exemple pour le réchauffement climatique. Ouais. Enfin, on disait la même chose des ordinateurs dans les années 70. Après oui c'est ça, si on a un bon technologie d'un ordinateur donc, qui nous permet de... Pourquoi pas.
Et c'est très spéculatif. Donc ça c'est pour la fusion, et pour l'ordinateur quantique c'est les annonces. L'ordinateur quantique pourquoi pas, les batailles entre Google et IBM actuellement quoi. Bien sûr, mais en fait c'est des choses qui sont très très précises, c'est pas encore un ordinateur qui fait toutes les tâches. Ah, ils sont au niveau des années 50 par rapport aux transistors. J'ai des gens qui travaillent sur l'ordinateur quantique dans mon centre et je sais que bon, ils arrivent à faire des résultats impressionnants, mais ils butent quand même sur des gros os. Et que pour l'instant, c'est pas du tout. Mais si jamais on continue, en fait ta courbe dans 5 ans. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette courbe a été possible avec une addition sans cesse de l'énergie. C'est un peu ça, finalement, parce qu'on a bien vu les énergies. C'est pour ça que les deux vont mais ensemble. si à un moment donné l'énergie bloque, ça va pas le faire. Ouais, mais si la fusion débloque, voilà, tu me dis fusion, mais moi je me dis c'est pas sûr. Ouais, mais il y a du monde qui travaille dessus aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas isoler les deux. On peut pas dire l'ordinateur quantique va tout révolutionner. Si on n'a pas de fusion, on n'aura pas d'ordinateur quantique. Et si on n'a pas d'ordinateur quantique, c'est vrai que ça peut être difficile de maîtriser une fusion sans qu'elle nous pète la gueule. La fusion, ouais, il faut vraiment prendre beaucoup de pincettes parce que ça fait très longtemps que ITER nous dit qu'ils ont beaucoup de résultats, enfin qu'ils vont avoir des résultats. Et puis on attend toujours finalement. Soyons présents. Oui. Du coup, donc là c'est toute une sensibilisation, une compréhension de l'énergie, l'utilisation qu'on en a, l'évolution qu'on en a, sa consommation. Ouais. L'idée de shifter, ça va être quoi? Ça va être de cette sensibilisation pour dire on va limiter la consommation pour revenir à un équilibre entre la production et la consommation. Est-ce que c'est plus dirigé environnemental? Est-ce que c'est... Ouais, alors, quel est un peu le... Ouais. Bonne question. Le shifter, je ne sais pas, parce que nous, on aide plutôt le Shift Project, qui est l'association générale. Mais le Shift Project, il est beaucoup plus humble que ça. Son but, c'est de décarboner l'Europe. C'est-à-dire de supprimer notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est plus que dans les analyses, on est obligé de remarquer qu'on ne va pas pouvoir substituer facilement. On va devoir de toute façon diminuer la consommation énergétique. Puisque pour des raisons physiques, la densité, comme je l'ai dit, des liaisons chimiques est beaucoup plus importante dans le pétrole et le charbon que les énergies renouvelables. Donc, finalement, on ne va pas pouvoir les substituer d'un coup. Et je n'ai même pas parlé des problématiques des matériaux. Et est-ce qu'il y aurait des zones test ou des pays, enfin peut-être à plus petite échelle au début, qui sont un peu volontaires dans cette idée-là? Décarboner. De décarboner et de repartir en fait des modèles de vie. Ouais. Où on remplace complètement puis on change de modèle de vie. Parce que le problème c'est qu'on a un modèle de vie où on n'arrive pas à savoir tirer, la manière dont je vois. L'idée c'est que petit à petit il faudra rechanger de mode de vie pour faire avec ça. Et quelque part le faire petit à petit, est-ce qu'il y en a qui sont déjà dans une démarche? Il n'y a pas de pays volontaire pour la simple et bonne raison. C'est un peu le premier qui bouge, qui se prend une balle. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu es le premier à décroître, tu vas pas bénéficier d'un avantage économique que d'autres vont bénéficier à ta place. Donc il faudrait vraiment un effort mondial. Bon, plus petit, oui, c'est probablement possible. C'est pour ça que les gens misent plutôt sur les échelles locales. Disons, on va se passer des gouvernements. Tiens. À ce sujet, ouais. Il y a le bouton qui mesure par réussite du pays par un degré de bonheur de l'habitant, et pas par le PIB. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été étudié ou pas. J'en ai entendu parler, je ne connais pas plus que ça, mais malheureusement le Bhoutan pèse très peu. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein d'autres. C'est forcément transposable aussi. Il y a plein d'autres. C'est un exemple qui est très intéressant. Mais... Il y a plein d'autres indices en fait. Ouais, il y a plein d'autres indices que le PIB. Ouais. Non, mais c'est ça, ouais. C'est justement pour arrêter de parler du PIB, pour revenir sur un contexte plutôt humain, sur la santé, sur l'accès à l'éducation, sur tout ça. Il y a plein d'autres indicateurs qui existent. Justement pour remettre ça en perspective. Ouais, ils existent, mais est-ce qu'ils sont pris en compte? J'ai pas l'impression. Ils ont aucune valeur économique, donc tout le monde s'en fout. Faut quand même noter aussi qu'en général, il y a une bonne corrélation entre la santé des humains, leur durée de vie et le PIB. Non, mais par exemple, même l'état de l'environnement, quand j'étais petit, il y avait c'était tout noir partout sur toutes les façades à cause des anciennes locomotives à charbon en Europe là. Maintenant, ça a tout été nettoyé. Oui, c'est clair, plus on a d'énergie. Et puis, les rivières occidentales sont beaucoup moins polluées qu'au pire du pic occidental où on balançait tout parce que la chimie avait des rendements pourris, mais tout partait dans la nature.
Non, mais il n'y a pas. Il y avait moins de mesures aussi. Il y a beaucoup de mesures qu'on dit humaines qui sont assez facilement corrélées avec le PIB. Donc c'est pour ça que c'est pas évident à substituer comme ça. C'est absolument vrai, mais de toute façon, tout est extrêmement complexe parce qu'on agit sur des choses qui sont intercorrélées, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est juste qu'il est toujours intéressant de regarder, même sur des pays qui sont extrêmement riches comme les États-Unis. Par exemple, sur ces indices-là, les États-Unis sont très bas parce que finalement, tu as une grande partie de la population qui travaille à pouvoir avoir accès aux soins, à pouvoir avoir accès à l'éducation, et du coup, ils se mettent dans une pseudo-misère pour pouvoir y avoir accès. Alors qu'il y a d'autres pays qui sont sur d'autres systèmes de société qui sont moins productifs en tant que PIB, mais dont le niveau de vie et puis le bonheur de chacun est quand même plus élevé en moyenne. Et c'est toujours intéressant d'avoir les deux facettes. Donc, je voulais savoir si, je vous remercie infiniment sur votre projet d'énergie, parce que je travaille sur des projets d'architecture qui sont reliés à l'énergie solaire, etc. Donc, est-ce que vous pensez, avec toute la révolution d'énergie, que de cruiser dans la Terre comme ça et enlever tout le pétrole, c'est naturel? Est-ce que vous pensez que possiblement il y aura un déséquilibrement à quelque part du Terre? Est-ce que vous pensez que géologiquement, ça va causer des endommages à la Terre? C'est clair, on le voit déjà avec le dérèglement climatique. C'est un peu ce que j'ai présenté avec l'énergie, vous vous rappelez? Il a fallu des millions d'années pour former des unités d'hydrocarbures. Et un hydrocarbure, une unité d'énergie d'hydrocarbure, ça équivaut à 100 000 à peu près unités solaires. Mais ça, c'est intéressant à voir. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces 100 000 unités solaires, on les dégage dans l'atmosphère d'un coup. Donc finalement, c'est comme si on dégageait des millions d'années d'un coup. Donc finalement, on voit bien que le système Terre n'est pas habitué à cette disproportion entre les temps. On dégage en une seconde ce qui s'est formé pendant des millions d'années. Donc déjà, il y a cette réponse-là. Après, géologiquement, c'est clair qu'on voit partout, sur toutes les mines de charbon, comme je l'avais montré avec la grosse machine, si vous vous rappelez. Et puis, il y avait aussi, si vous regardez les sables bitumineux en Alberta, l'environnement est totalement détruit. Donc, géologiquement, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est clair que ça détruit la Terre et de façon quasi irréversible à l'échelle humaine. Ça répond à votre question. C'est affreux parce que aussi, si vous regardez, ils sont en train de creuser pour le marbre, maintenant pour le pierre. Oui, on a déjà, depuis longtemps, on creuse pour le marbre. Oui, mais je pense que géologiquement, je ne suis pas ni science, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair qu'on est en train de creuser dans des stocks qui sont très concentrés. Donc le marbre, c'est quelque chose qui est très concentré, il y a des marbre. Puis quand ce sera des gravats de marbre un petit peu partout, ça c'est aussi d'entropie, si je puis dire. L'entropie aura augmenté, et puis pour réassembler tous ces gravats de marbre, il va falloir une quantité d'énergie énorme qu'on n'aura pas. Donc on est en train, on sur des stocks très concentrés, on est vraiment en train de se tirer une balle dans le pied. Alors ce ne sera pas renouvelable, c'est sûr. Qu'on suppose qu'on n'aura pas, parce qu'on fait déjà des faux comptoirs de marbre en prenant justement oui, mais c'est des faux. Des morceaux. Mais ça fait le même job. Ça, je ne sais pas, je connais pas les faux. Non, c'est plutôt pour répondre aussi, je crois qu'en Oklahoma, à force de faire des forages avec des fracturations, ils commencent à avoir des secousses sismiques qu'ils n'ont jamais eues, ils vont finir. Ouais. Ils vont finir par sortir un volcan, quoi. Mais bon, c'est juste ça qui peut arriver, quoi. C'est possible, si c'est possible. Ouais. C'est un peu dommage, quand même. Ouais. Ok, il y a des petites sismiques, mais est-ce que c'est des gros, ça peut... C'est suffisamment gros pour une exploitation. Ok. En tout cas, c'est pour le gaz ou pour le pétrole de schiste? C'est du gaz. Alors, j'en ai pas parlé, mais ce qu'il faut voir, c'est que le gaz, c'est pas si mal, puisque c'est l'hydrocarbure le moins carboné, qui va rejeter le moins de CO2. L'échelle, c'est charbon, pétrole, gaz. Si on passe du charbon au gaz, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on est toujours dans du possible. Et juste pour revenir sur solution au réchauffement climatique, imaginons un énorme frigo. Un frigo, ça consomme de l'énergie. Ça en sort d'un côté, puis ça en sort encore plus de l'autre. Enfin, ça en prend d'un côté, ça sort de l'autre avec un peu plus d'énergie. Si on devait imaginer une machine pour envoyer dans l'espace le surplus d'énergie de la Terre,
En fait, c'est ça, c'est qu'on produit de l'entropie sous forme de CO2 et de chaleur qui reste piégée par l'atmosphère. C'est ça le problème. Mais pour contrebalancer ce problème, ce serait des défis énormes parce qu'on rentre à l'échelle de tout le ciel, toute l'atmosphère, c'est des ordres de grandeur incroyables. Donc, si, vraiment. On arrive à faire voler des avions, on est content, mais pour l'instant, on a bien trop magnon que ce qui se passe actuellement existe, il ne croira pas non plus. Non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que. Et ça, c'était il y a 4000 ans. Hein. C'est quand même. Tout ce qui est géo-ingénierie, c'est quand même des unités de matière qui dépassent l'entendement humain, honnêtement. Donc, voilà. Là, à chaque fois que je mets dans ma présentation, on parle de stocks qui sont sous terre, justement, qu'on utilise. C'est des stocks qui sont assez finis finalement, même si on parle en mégatonnes d'équivalent pétrole, c'est des stocks assez finis. Alors du coup, on parle de toute l'atmosphère, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est là où, c'est un peu ce qui manque aussi dans ton schéma, c'est on voit effectivement les pics de l'énergie fossile. Est-ce que tu as l'équivalent du pic en énergie nucléaire traditionnelle, donc uranium? C'est quoi le stock qu'on a actuellement? Le stock de l'uranium? Le stock de l'uranium, il n'est pas infini, mais c'est pas du tout un problème. Donc l'uranium est tellement concentré en énergie que c'est pas du tout un problème pour le nucléaire. Donc si le nucléaire devient 100% de l'énergie du monde, c'est un problème aussi. À niveau aujourd'hui, là, voilà, si on regarde le même, c'est 90. Ouais, même si on commence à avoir plein de centrales nucléaires en Chine, ce ne sera pas du tout un problème. Donc ça veut dire que si on, entre guillemets, arrivait à rendre le nucléaire vert, parce que le problème c'est les déchets radioactifs, mais l'avantage des déchets radioactifs, c'est qu'au moins ils ne sont pas dissipés, ils ne sont pas dans l'atmosphère, ils sont concentrés. Donc ils sont entre guillemets faciles à maîtriser théoriquement. Et dans la pratique, en fait, le nucléaire, tant que ça ne fait pas, ça va. Il faut voir aussi les générations d'après, parce qu'il y a le thorium par exemple, il y a des générations qui utilisent des autres types d'uranium, si vous voulez, qui ont nécessité qu'on utilise d'abord les premières générations de centrales. On produit un certain type d'uranium qu'on pourra utiliser ensuite après. C'est sûr, et avec ce genre de technologie, on va encore plus repousser la fin de l'uranium. Donc finalement, c'est pas trop un problème du nucléaire. Donc le nucléaire pourrait, s'il y avait une acceptabilité sociale du nucléaire, le nucléaire serait entre guillemets une solution à court terme relativement viable encore. Le nucléaire, ça ne fait pas tout pour l'instant, ça fait surtout l'électricité, et comme j'ai montré, l'électricité c'est 30% de l'énergie qu'on consomme. Donc là, il faut voir comment on va faire des voitures nucléaires, moi je veux bien. À partir du moment où tu fais une voiture électrique, en France c'est une voiture nucléaire. Ici c'est une voiture hydroélectrique, mais en France c'est une voiture nucléaire. C'est aussi beaucoup de matériaux, des métaux rares notamment, qui ont nécessité souvent du pétrole pour être extrait, etc. Tout à fait. Donc en fait, pour transformer notre monde en nucléaire. Mais actuellement, il y a quand même pas mal de matériel de mine qui est en train de se sortir en mode électrique, justement, pour des raisons, d'acceptabilité, et deux, parce qu'effectivement, parfois ça peut être. Bien sûr, mais il y a une sorte d'effet parc, c'est-à-dire que pour changer l'intégralité des machines qu'on a actuellement, il va falloir dépenser une quantité énorme d'énergie. Parce que toutes les voitures qu'on sur les routes, si on veut les remplacer par des voitures électriques. Comme tu viens de dire qu'il y a quand même suffisamment de nucléaire, finalement, tant qu'on a du stock d'énergie, c'est encore un peu exponentiel, mais si le nucléaire regagne de l'acceptabilité sociale comme il l'avait à peu près dans les années 70, il pourrait faire le pont. Et ensuite, ça suppose que même dans 50 ans, la fusion fonctionne. Comme les stocks de deutérium dans l'océan sont à peu près infinis, parce que c'est pas l'eau, c'est pas l'hydrogène, c'est le deutérium qui sert à quelque chose. Même si c'est 0,05%, vu la quantité de flotte qu'il y a sur la Terre, on est tranquille pour encore quelques milliers d'années. Ce que je voulais dire, c'est qu'une centrale nucléaire, c'est quelque chose à un endroit. C'est quelque chose qui produit beaucoup, mais à un endroit donné. Et après, pour acheminer cette énergie vers là où tu veux l'acheminer, c'est très compliqué. Avec les technologies actuelles. Si tu veux, par exemple, forer avec du nucléaire, il faut faire plein de petites centrales. Non, ou alors tu fais juste de l'électrique. Dans ce cas-là, il faut que tu fasses beaucoup de batteries. Je sais pas, il faut un support de l'énergie. Effectivement, c'est là-dessus qu'il y a plus de mouvement actuellement, c'est sur les batteries justement. Oui, mais dans les batteries, mettons que tu as 80% d'efficacité de batterie. Tu perds 20% de l'énergie quand tu la charges et 20% quand tu la décharges, par exemple. Déjà, tu perds 40%. Il y avait ça s'améliore quand même depuis le temps. Non, mais je prends un exemple au hasard, mais c'est ce que je veux dire. Donc finalement, le support de l'énergie est super important. Et, le nucléaire reste très concentré sur des endroits donnés. Tout à fait. Pour le moment. On peut toujours spéculer, mais c'est pas ce que je veux dire. Et ça fait quand même longtemps qu'on maîtrise le nucléaire. On maîtrise depuis
puis, le problème du nucléaire, c'est l'acceptabilité sociale, parce que personne ne veut que ça se dissémine partout. Sinon, on peut faire des petits réacteurs. On envoie des sondes dans l'espace avec du nucléaire depuis des années quand même. Peut-être. Il y avait d'autres questions parce que tu avais pour le transport, si tu enlèves les trains diesel et que tu mets des trains électriques, ça représente quelle différence? Alors ça, tu sais Mathieu, pardon? Si on remplace tous les trains diesel par des trains électriques, combien de transports passent en bleu, combien on avait fait le calcul pour juste Montréal-Toronto, il me semble. Mais c'était juste pour remplacer du coup le parc, le parc voiture. On avait fait un. Et alors qu'est-ce qu'on. Est-ce que c'est un truc qui fait dans l'idée, est-ce que ça fait du sens parce que 80% du transport, c'est. Mais le train, parce que là, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que tous les jours au Québec, c'est au Québec, il y a 27 millions de sièges en déplacement quand on parle de voiture. De voiture automobile. Donc en gros, si on compte dans une voiture, il y a 5 sièges en général. Ok. Et il y a 27 millions de voitures en moyenne en déplacement au Québec. Sachant qu'il y a 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, donc on est à 3 fois plus de sièges en déplacement que de gens qui les utilisent. Mais de toute façon, pour répondre très simplement, je ne pense pas qu'on voit beaucoup de trains au Québec, finalement. C'est vraiment des trains de marchandises, il y a quelques personnes qui prennent le train pour voyager. Tous les trains de mobilité. Ouais, il y a quelques trains comme ça, si tu veux. Puis c'est le projet du REM qui est électrique. C'est le projet du REM qui est électrique. Oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit une très très grosse part du Québec. C'est plutôt un truc de. Dans le passager, ça va être assez gros, parce qu'il y a aussi tout le métro quand même qui est électrique aussi. Bien sûr. Mais ça fait pas mal de monde. En tout cas, pour les flux de marchandises, c'est vraiment que du camion. Il y a du train aussi. Mais c'est pas du tout la plus grosse partie du transport. Puis on le voit bien d'ailleurs. Le train et diesel, c'est vrai. Et je ne pense pas que ce soit la priorité. Puis encore, à mon avis, ce sera un gros défi, parce que, encore une fois, ça dépenserait aussi beaucoup d'énergie. Puisqu'il faudra mettre des lignes électriques partout sur des grandes distances. Et donc il faudrait faire le calcul de carbone. Il y a Jean-Marc Jancovici, donc le président du projet. Parce que je dis ça parce qu'ils veulent faire une ligne de métro, la ligne 18, qui relie Paris à la campagne. Et puis en fait, ils ont calculé avec son cabinet que ce serait néfaste au niveau carbone, même si c'est un métro électrique. Parce que pour creuser le métro, équipement installé, etc., ça ne remboursera pas en fait, la dette carbone qu'il aura accumulée. Donc finalement, c'est pas forcément toujours la meilleure option. C'est toujours le problème. La notion de décroissance, non? Oui, c'est ça. Il faut être sûr que le train sera suffisamment utilisé sur suffisamment de temps, que les réparations ne seront pas suffisamment, seront pas trop grosses, etc., Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. C'est comme les voitures électriques. Là, à l'heure actuelle, une voiture électrique qui sort de Chine avec des batteries lithium qui sortent de Chine, sur la vie théorique d'une voiture électrique, et elle rembourse à peine son trace carbone. C'est ça, ouais. Donc en fait, on parle de, c'est pareil. On parle de voiture électrique, mais c'est pas là encore maintenant, c'est pas. On n'est pas en train de gagner sur le. Si vous avez la diapo du Québec, est-ce que vous avez l'équivalent pour le Canada pour savoir je ne l'ai pas ici, je vais en donner, je ne sais pas où ça va en venir, mais le Canada c'est très simple, c'est pire que le Québec bien sûr, parce que le Québec il y a quasiment 100% d'électricité hydro. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles par cœur, mais le Canada, il y a beaucoup plus de pétrole et puis plus de gaz. Je connais en émissions par habitant, quoi. C'est le Québec c'est 9 tonnes par habitant, le Canada c'est 19 tonnes par habitant. Mais ça si on compte juste en consommation intérieure. T'enlèves l'Alberta puis il tombe à 15. C'est ça. La Saskatchewan. Alberta c'est 65 tonnes par habitant. Ouais c'est ça. Oui, ils veulent passer à plus. Mais c'est pas vraiment une question de passer, de compter par habitant en Alberta, vu que le gros c'est l'extraction du pétrole. Et l'autre, c'est la production de l'électricité par le charbon. Il y a aussi l'effet que le pétrole du Québec vient quand même beaucoup d'Alberta. Donc il faut aussi voir que dépend totalement. Tant qu'on ne passe pas justement à des choses électriques, si c'est une bonne idée, je ne sais pas. On dépend quand même beaucoup du pétrole substitué. C'est pour ça que c'est bidon d'attribuer à l'Alberta les tonnes de l'Alberta quand ça sert en fait au Québec. Exactement. Et là, on arrive à tout le problème en fait, on compte les émissions mondiales par pays. Parce que c'est tellement compliqué dans les flux que
finalement, est-ce que la Chine émet beaucoup? Oui, mais elle nous produit nos choses, elle nous produit nos biens, etc. Donc finalement, comment on fait le calcul? Et puis c'est quasiment impossible à faire. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Délocalisation de la pollution, délocalisation de tout ça. Parce qu'il faudrait réintégrer dans les tonnes, je ne sais pas si vous le faites dans le calcul, les tonnes de production du pétrole dans le coût du pétrole qui est utilisé dans le transport au Québec. Ouais. Est-ce que vous le faites ou pas? Parce que sinon c'est normal que l'Alberta soit surreprésenté et le Québec sous-représenté. Ça c'est le calcul de Radio-Canada. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait. Après, ils l'ont sûrement fait s'il est facile à faire, le calcul. Puis ils l'ont pas fait s'il est difficile à faire. C'est un peu comme ça que ça marche. Oui, c'est ce que tu veux faire dire. Mais en fait, c'est le fait d'inclure ou pas les produits importés. Ça veut dire que si je regarde le Québec, soit je dis, bah, le Québec, il émet ce qu'il y a ici. Mais si on ne compte pas les produits importés, ça veut dire que ce qui se consomme en plus de ce qui ne vient pas du Québec. Pour te dire, là on ne compte pas les produits importés, c'est vraiment la consommation. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hydro finalement. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a que 3%. Ouais, d'accord. Dans les faits, il y en a beaucoup moins parce qu'il faudrait réintégrer tout ce qu'on a importé et non, mais c'est vrai, à l'étranger. Et en général, il y a un facteur 2 entre. Il y a aussi le fait que le Québec produit de l'hydro qui vend aux États-Unis, qui parfois il achète aux États-Unis, c'est très compliqué. Il faudrait qu'ils puissent en vendre plus. En même temps, ceux qui aiment la rivière en eau vive, ils sont pas heureux. Parce que la romaine, elle n'est pas appréciée par tout le monde. D'autres questions sur Je pense qu'on va avoir une petite période. Ou alors, ouais, c'est ça. Exactement. Ah bah merci beaucoup, pour la prochaine réunion. C'est pas notre genre. Puis juste pour annoncer, la semaine prochaine, il y a une autre conférence environnement sur la certification LEED. Ce sera Martin Roy, c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années à développer cette certification. La certification LEED, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un peu l'équivalent en France de, on va dire, du HQE, de qualité environnementale, puis c'est une certification un peu plus axée sur la gestion de l'énergie dans les bâtiments. Donc voilà. Ce sera le jeudi 12 mars la semaine prochaine à Lost Studio. LEED pour ceux qui ont besoin de visualiser LEED. Ça sera pas ici? Non, ça sera pas ici, c'est à Lost Studio, c'est métro entre Russe. Métro Rosemont et métro Nordique. Mais c'est sur le site de Fort-Virginie. C'est sur quelle rue? Je sais plus, il faudra regarder. Merci beaucoup. Puis c'est ça, il y a encore une petite période. Ouais, puis je ne sais pas encore confirmé, mais il me semble que le 30 mars, on va faire à l'ETS une conférence qui sera plus axée sur le CO2, l'école de technologie supérieure. Donc si vous voulez venir, c'est le prochain rendez-vous après. Ouais, ça vient de. C'est tout récent. Ça devrait être. Ouais, c'est ça. Ouais.